Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, notre conseiller financier Patrice Marcoux nous incite à planifier notre portefeuille. René Ouimet nous invite à la fête des voisins au travail et Michel Pépin nous informe sur un bâtiment qui a su résister aux modes. Bonjour tout le monde. Tel que convenu aujourd'hui, on parle de planification financière. Peut-être dans le passé, vous avez déjà fait un plan pour la construction d'une maison neuve ou pour des rénovations. Vous avez peut-être même fait une planification pour des vacances, une planification, ou peut-être vous avez utilisé un plan, je ne sais pas moi, pour monter des Legos ou un meuble Ikea. Donc le plan, dans ces situations-là, a vraiment son utilité. Mais qu'en est-il de vos finances? Est-ce que vous avez déjà fait un plan, par exemple, pour votre retraite ou pour l'achat d'un bien important? La planification, c'est vraiment à ça que ça sert. Voici, en quelques images, comment ça fonctionne ou un exemple de plan qu'on va utiliser chez nous. Vous allez voir à la première page, on va mettre vos données personnelles. Donc, le plan est spécifique à vous. C'est vos informations qu'on va rentrer là. On appelle cette étape-là la confession générale. Après la confession, on va établir aussi nos rêves et nos objectifs. Donc, qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir plus tard? Puis, on va voir si c'est réaliste ou si on pourrait avoir des problèmes avec nos objectifs. Ensuite, on va projeter dans le temps, de façon réaliste, notre situation actuelle avec notre discipline d'épargne actuelle, puis on va regarder, voir quels résultats ça va donner dans le futur. J'utilise le terme réaliste parce que le taux de rendement qu'on va utiliser pour nos avoirs actuels, nos épargnes qu'on a déjà, ça ne sera pas un taux exagéré. On veut faire les choses de façon conservatrice, puis si on fait un meilleur rendement, tant mieux, on va juste avoir des résultats plus positifs, mais on ne veut pas pelleter le nuage. Ensuite, on va voir, est-ce que il y a des problèmes ou des défis auxquels on va avoir à faire face? Est-ce que les objectifs qu'on s'est fixés étaient trop élevés par rapport à ce qu'on a déjà d'amasser en épargne ou est-ce qu'on est capable de ramasser là, dans le peu d'années qui nous restent là, avant notre objectif, donc la retraite par exemple? Ça se peut aussi qu'il y ait des opportunités qui se présentent. On va le voir dans les graphiques. Donc, c'est ce qui est présent à la page 4. Ensuite, on va voir les résultats de façon claire. Soit en graphique, avec des belles couleurs, on va pouvoir voir d'où va provenir nos revenus de retraite au fil du temps. On va pouvoir aussi voir fluctuer notre actif, soit notre actif immobilier, nos REER, nos FER, nos CELI, ça de façon graphique très claire, bien identifiée. Ensuite, on va l'avoir plus détaillé aussi sous forme de tableau pour savoir d'année en année d'où provient l'argent de nos revenus de retraite. Puis, même aussi, on va être capable de prévoir un peu l'impôt au décès. Donc, maintenant que vous avez un plan, qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'année en année, on peut le ressortir, on peut l'évaluer. Donc, on peut voir si on s'attendait à avoir un certain montant de capital dans notre portefeuille à une date X, puis qu'on ne l'a pas. C'est à qui la faute? Est-ce que c'est le conseiller qui a mal fait son travail puis qu'on n'a pas eu le rendement qu'on escomptait? Ou c'est la faute du client qui finalement a dépensé un petit peu plus que prévu ou il a moins épargné que ce qu'il avait promis de faire dans son plan? Maintenant, on a une cible. On est capable de voir un petit peu pourquoi on déroge au fil du temps. Donc, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des bons résultats. Imaginez si vous aviez à construire une maison sans plan, les résultats ne seraient vraiment pas optimaux et c'est la même chose pour vos finances. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente planification et au plaisir de vous revoir. Madame Ouimet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Mouvement Santé Mentale Québec. Son nom le dit bien. Vous êtes préoccupée par la santé mentale globale des Québécois. Sur quoi vous vous penchez actuellement? Nous, on est préoccupés par ce qui nous permet de maintenir notre bonne santé mentale. On fait toujours de la promotion d'astuces, de trucs, de stratégies qui nous permettent de maintenir une meilleure santé mentale possible dans la vie en général et dans le contexte actuel. Puis on a des groupes membres à travers le Québec. On a 13 groupes membres qui offrent des services directement à la population. Et puis là, on amorce une période assez particulière. Novembre, c'est souvent un mois un petit peu plus sombre, un peu plus difficile en contexte de pandémie en plus. Est-ce que vous constatez qu'il y a un peu plus de détresse présentement? Oui, c'est sûr. Il y a plus de détresse chez les jeunes, il y a plus de détresse en général, il y a plus de détresse chez les travailleurs. Pendant la première pandémie, il y a eu une recherche qui a été faite auprès des travailleuses et travailleurs québécois.
Puis le taux de détresse était assez élevé. On n'était pas loin du 50%. Alors là, on est dans une deuxième vague, même si je sais pas si on s'habitue, c'est sûrement pas le bon terme, mais pour des personnes, c'est encore plus difficile. Pour d'autres, elles ont trouvé des stratégies pour s'adapter à la situation. Donc, puis en plus, la majorité des jeunes sont dans les garderies à l'école, ce qui facilite beaucoup de choses aussi, parce qu'avant, dans la première vague, les défis étaient déjà immenses. Absolument. Vous parlez beaucoup d'ambiance de travail. On passe quand même beaucoup de temps de notre vie au travail. Maintenant, avec l'implantation aussi du télétravail, ça chamboule un peu les façons de faire. Oui, puis c'est un élément auquel il faut faire attention parce que les recherches ils nous démontrent qu'on est plus dans quelque chose qui est fonctionnel actuellement. On fait des réunions pour se parler des tâches. Donc, il y a moins de soutien émotif, moins de reconnaissance, moins de fierté partagée, moins d'échanges sur les difficultés rencontrées. Et tout ça, c'est fondamental à la santé mentale des travailleurs et des travailleuses. Donc, il faut créer des nouveaux rituels rituels de rencontre, même quand on est à distance. Le rire, ça réduit le stress, ça permet plus de créativité, ça permet de prendre de la distance face à ce qu'on vit, puis à mieux revenir dans la situation pour y faire face. Ça permet même de développer des nouvelles stratégies pour s'adapter aux situations. Ben oui, absolument. Puis ça, c'est sûr que aller travailler dans une ambiance de travail plaisante, c'est toujours mieux que d'aller travailler à reculons. Et puis là, vous, au mouvement, vous mettez de l'avant l'initiative de la fête des voisins au travail. C'est quelle problématique est ciblée par cette fête-là directement? Je vous dirais que c'est pas tant une problématique, c'est ce qu'on veut favoriser, le soutien social, les réseaux sociaux au travail. C'est une fête qu'on initie chaque année au mois de novembre, mais cette année est d'autant plus particulière et importante. On veut inviter les milieux de travail à faire une fête entre collègues. On a sur notre site internet fêtesdesvoisinsautravail.ca des jeux qui peuvent être faits en ligne. On a des prix à gagner, c'est-à-dire si des gens font la fête, ils nous envoient un petit courriel pour dire ce qu'ils ont fait, puis il y a des beaux prix à gagner, des caricatures, des conférences, du travail d'équipe avec une entreprise qui s'appelle Percolab. Il y a vraiment des prix variés, un temps de détente avec une personne qui travaille, qui fait du yoga, qui fait de la détente. Mm-hmm. Et il faut surtout pas oublier que les temps de pause ensemble, c'est pas du temps perdu, c'est du temps riche et qui va favoriser la santé mentale de tous. Alors, cette fête-là, on peut la faire à l'heure du midi, on peut faire un 5 à 7, on peut faire un petit déjeuner ensemble, toujours en gardant les distances nécessaires, fait que ça peut se faire en ligne. Je sais que moi, avec mes collègues à travers le Québec, on se fait un dîner par mois ensemble, bien qui veut, mais là, on jase de tout et de rien, de qui vient d'acheter sa nouvelle maison, de comment vont les enfants, on se fait des blagues. Ça fait vraiment beaucoup de bien de se voir dans un contexte autre que notre heure d'efficacité de réunion. Ouais. Puis c'est une fête qui s'adapte à n'importe quel milieu de travail. Là. C'est vraiment aux gens à développer leur propre fête. Oui, puis aller sur notre site, on fait des propositions de jeux. Moi, il y a un jeu qui m'amuse beaucoup, puis je pense que je vais le faire avec mes collègues. C'est la chasse au trésor, c'est-à-dire on invite les gens, mettons, à aller chercher leur tasse la plus laide, puis ils ont quelques secondes pour le faire, ou d'aller chercher un souvenir d'enfance dans leur maison. Et là, c'est drôle parce qu'on voit toutes sortes de choses et ça nous permet de rire et de voir ce que les gens ont puis le sens qu'ils donnent. Hein. Alors, rappelez-nous le site web à aller consulter. C'est fêtesdesvoisinsautravail.ca et je vous invite aussi à visiter notre site biendansatête.ca où on a des outils
pour maintenir notre bonne santé mentale, on a 7 astuces qu'on propose. Cette année, on parle de ressentir, du thème ressentir, c'est recevoir un message. Il y a des outils pour les jeunes, les adultes, les aînés, les milieux de travail. Alors, il y en a pour tous. Allez vous ressourcer et vous abreuver, je vous dirais, à cette source d'informations qu'on partage avec vous. Absolument. Merci beaucoup, Mme Ouimet, pour ces outils, pour ces initiatives. Puis on invite les gens à aller consulter ces sites web et à s'organiser en milieu de travail pour rendre ça le fun. C'est ça, à faire la fête. Merci beaucoup. Bonjour. Donc bonjour, aujourd'hui nous sommes au coin des rues Tourigny et Carignan, devant l'édifice Mayotte, qui a été construit en 1900 par probablement un dénommé Mayotte. C'est pour ça qu'on lui a donné son nom, l'édifice Mayotte. Cet édifice-là est de style victorien néo-italien. C'était assez fréquent à l'époque d'utiliser la tôle embossée pour faire la finition d'un édifice. C'était beaucoup moins coûteux que de la vraie pierre. Donc, on construisait en tôle et on utilisait une pierre embossée qu'on appelle pour lui donner un style de vieille pierre, entre autres. Cet édifice-là, donc, a 2 vocations, commerciale et résidentielle. Et au rez-de-chaussée, il y a eu un journal pendant une dizaine d'années, donc de 1906 à 1912 peut-être, un petit peu moins. Donc, c'est un édifice avec le journal, c'était la Gazette d'Arthabasca. Donc, la Gazette, M. Tachereau, qui était le propriétaire du journal, était un amateur de baseball. Il a fondé une des premières ligues de baseball à Victoriaville et c'est ici, au rez-de-chaussée, qu'avaient lieu les réunions des joueurs de baseball de l'équipe. Ils se réunissaient ici au rez-de-chaussée. Donc, c'est un édifice quand même intéressant. On l'oublie un petit peu. On le voit plus vraiment. Il est là dans le paysage depuis plus d'1 siècle maintenant. Mais c'est quand même un édifice intéressant et assez particulier, assez rare d'avoir un édifice de cette époque-là, de ce style-là à Victoriaville et qui a quand même conservé beaucoup de son cachet d'origine. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques et entrevues. À bientôt!